Bienvenue dans le podcast des Franco-Expats, le rendez-vous incontournable des familles expatriées aux quatre coins de la planète. Je suis Audrey, fondatrice des Franco-Expats, professeure de français langue maternelle et langue étrangère, maman d'une famille franco-allemande et expatriée en Allemagne depuis 2010. Ici, on parle de transmission du français et de bilinguisme, mais aussi de maternité, d'enfance et de parentalité à l'étranger, sans filtre ni tabou. Chaque épisode explore la réalité de la vie parentale à l'étranger, entre élever ses enfants et faire vivre sa langue et sa culture loin de ses repères, avec honnêteté, conseils concrets et regards multiples. Toutes les 2 semaines, des parents et des familles nous ouvrent leur cœur et leur quotidien pour partager leurs stratégies, leurs doutes, les échecs et les victoires de leur vie multilingue et multiculturelle. Des intervenants, des experts de l'enfance et parfois les enfants eux-mêmes viennent enrichir la conversation de conseils concrets et de regards uniques. Plongez avec nous dans ces histoires inspirantes, utiles et profondément humaines. Parce que vivre la maternité et la parentalité à l'étranger et élever des enfants bilingues loin de son pays francophone, c'est avant tout une formidable aventure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie, maman française au Royaume-Uni. Bonjour Mélanie. Bonjour Audrey. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Mélanie Stevenson en effet et j'habite en Angleterre depuis maintenant 16 ans. Je suis maman d'une petite Amélie qui a 6 ans et je suis mariée à un Anglais. J'habitais pendant 10 ans à Londres, mais maintenant on habite à Bristol depuis 6 ans. On a déménagé au moment de la naissance de notre fille. Et je suis plus connue sous le nom de The Franglish Girl sur Instagram. Je crois que c'est comme ça que tu m'as trouvé, où je partage des vidéos sur l'expatriation en général et puis plus particulièrement sur la vie en Angleterre. Et aussi donc sur le maintien, la transmission du français, Ouais, parce que c'est exactement comme ça que je t'ai trouvé aussi sur ce exactement. sujet, 250 vidéos sur la parentalité quand je parle de mon expérience avec ma fille. qui sont d'ailleurs très intéressantes et je pense que tu vas nous aujourd'hui donner de bonnes idées. D'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'expatrié? Comment tu es Hmm. arrivé en Angleterre? Ouais, alors moi j'ai toujours en fait adoré l'anglais depuis que j'ai commencé au collège. Vraiment, c'est un truc qui m'a accroché dès le début. Donc j'ai eu assez jeune l'envie de partir à l'étranger. C'était vraiment dans ma tête dès la fin du collège, je dirais. Et puis après, ça s'est vraiment ancré encore plus au lycée où j'ai fait du coup, j'ai fait un bac ES. Alors je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant, un bac éco, parce que ça commence à dater maintenant, j'ai 40 ans. Et j'avais une option en anglais, donc voilà, il y avait quand même toujours cette envie profonde de continuer dans cette voie-là et après des études supérieures dans ce sens-là. Donc du coup, après le bac, j'ai fait une classe prépa qui destine un peu aux écoles de commerce où en général, voilà, il y a une partie qui se fait à l'étranger. Donc j'ai la chance de partir pendant mes études à l'université aux États-Unis pendant un trimestre, qui était un échange avec mon école. Donc c'est un super bon deal parce que toi, tu pars avec les frais des écoles françaises qui sont vraiment rien par rapport aux frais des universités américaines, alors que la personne moi je connais l'américaine qui avait pris ma place. Bon, elle a payé du coup beaucoup plus cher puisqu'elle payait ses frais aux États-Unis, mais elle a épousé un Français, donc du coup je me sentais un peu moins coupable. Et quand je suis revenue de ce semestre aux États-Unis, vraiment, l'envie était encore plus puissante, quoi. Parce que quand on est sur un campus, on est quand même assez protégé. On n'a pas l'impression de vraiment s'être exposé à la vraie vie. Donc j'avais vraiment envie d'avoir l'expérience de rester plus longtemps à l'étranger, d'y travailler, d'y vivre. Et donc quand j'ai fini mon master l'année d'après, j'en avais vraiment qu'en tête de partir. Enfin, j'ai mis longtemps à me décider à partir, mais une fois que j'ai décidé de partir, c'était bien décidé. Au début, j'ai trouvé un contrat au Canada qui, en fait, a été annulé 3 semaines avant le départ. Donc, pas très fun quand on a fait tous ses plans et qu'on a son visa et que c'est annulé. Et finalement, ça s'est bien goupillé parce que j'ai ensuite trouvé donc un boulot, mon premier boulot en tant que jeune diplômée à Londres. Donc à la place, je suis partie en Angleterre et pour un an, un CDD d'un an à la base. Et puis bah voilà, j'y suis depuis presque 17. Ça passe, hein? Ça passe vite. Et juste une petite question en aparté, comment ça se passe maintenant avec le Brexit? Est-ce que toi, tu as des facilités pour rentrer en Angleterre chaque fois que tu pars en voyage?
Ouais, alors moi j'ai la chance d'être partie quand on faisait encore partie de l'Union européenne, donc il y avait la libre circulation des personnes. Donc quand je suis partie en Angleterre, j'ai trouvé mon boulot, mais j'avais pas besoin de visa ou quoi que ce soit, donc j'ai pu m'installer en Angleterre vraiment très facilement. Alors que maintenant, voilà, il faut des visas. Et je connais pas les règles en détail, mais voilà, de ce que j'ai un peu entendu dans les news, c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver donc une société qui te sponsorise et il faut gagner un minimum de salaire et le salaire est quand même déjà conséquent. Honnêtement, moi, je gagnais pas ça quand je suis arrivée en Angleterre. Donc je pense que si j'étais partie plus tard, j'aurais pas pu. Mhm. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me m'attriste beaucoup. J'ai beaucoup de jeunes Françaises qui me disent vouloir venir travailler en Angleterre ou rejoindre leur boyfriend anglais et ben, elles peuvent pas parce que c'est hyper complexe quoi. Sinon après il faut vraiment rentrer dans des démarches où on se marie, mais voilà, on n'a pas forcément à un jeune âge envie de Eh sauter oui. ce pas-là juste pour ces raisons-là. Donc ouais, c'est vraiment c'est un désastre ce Brexit, il n'y a pas d'autre mot. Malheureusement, oui. Et pour ta famille, tes amis, s'ils veulent venir te voir, est-ce qu'ils ont quand même plus de facilité ou il faut qu'ils fassent les démarches à chaque fois Non, non, il faut qu'ils fassent les démarches comme tout le monde. Il n'y a pas d'exception pour les familles des. Alors moi, du coup, j'ai qu'on appelle une résidence permanente, donc c'est un format de visa. Alors on appelle même ici ça le settled status. C'est vraiment un nom spécial pour les Européens qui avaient un statut de résidence permanente avant le Brexit. Mhm. Donc moi, je l'ai eu par défaut parce que j'étais déjà résidente permanente avant le Brexit. Maintenant, il faut en faire la demande et il y a des critères bien spécifiques. Mais donc, ma famille, quand ils viennent, ils doivent demander, alors je sais plus comment ça s'appelle, le TA où il faut payer, ça a encore rechangé, ça a encore augmenté, mais c'est 20 livres pour 2 ans pour pouvoir venir. Donc, ma maman, ouais, doit faire ça pour venir me voir. Donc, bon, maintenant on a pris le pli, donc ça va, mais c'est vrai qu'au début, ça m'inquiétait beaucoup quand il y a eu tous les changements, de savoir si elle est bloquée. Ma maman, elle a 70 ans, elle fait le voyage toute seule, donc voilà, elle est Eh oui. débrouillarde, mais c'est quand même stressant à son âge d'avoir peur de ne pas avoir la bonne paperasse. Surtout que j'habite pas à Londres, donc je peux pas venir la chercher à l'Eurostar et enfin s'il faut je le ferai, mais après elle a encore du voyage, donc non, c'est vraiment un désastre ce Brexit. Bon, on va laisser ce sujet fâcheux derrière nous. On va revenir un peu à la maternité. Donc, tu as été enceinte et tu as vécu la maternité-parentalité complètement en Angleterre, c'est ça, hein? Oui, ouais, ouais, j'ai fait toute ma grossesse en Angleterre et j'ai accouché en Angleterre. Je crois j'ai dû rentrer en France juste pour les vacances, mais j'ai pas fait du tout de suivi médicaux en France. Donc voilà, j'ai vraiment fait l'expérience du suivi en Angleterre. Alors j'ai la chance d'avoir eu une grossesse relativement facile où j'ai pas eu de soucis. Je sais que souvent on a tendance à s'inquiéter si on est enceinte en Angleterre que le suivi va pas être aussi bon qu'en France. C'est vrai qu'il y a des petites choses comme par exemple, moi je sais pas pourquoi, hein, je m'étais mis en tête que j'étais inquiète comment on appelle ça, du diabète gestationnel. Je Mhm. faisais que de bouffer des bonbons. Alors ça j'ai demandé plusieurs fois si je pouvais faire une prise de sang pour qu'ils vérifient. Et c'est vrai qu'on me l'a refusé multiples fois en disant que j'avais pas d'antécédents dans la famille. Donc après, on peut le faire de façon privée. Mais ça, c'était pas couvert, quoi. Et après, sinon, au niveau du suivi, moi, j'ai été vraiment satisfaite par le fait que j'ai été vue régulièrement. J'avais toujours des prises de sang qui vérifiaient qu'il n'y avait pas de soucis. Des échographies en Angleterre, il y en a deux. Il y en a une à 3 mois donc pour confirmer la grossesse. Et il y en a une à 6 mois où vraiment ils font des gros checks. Celui-là, il était très très long. Ils vérifient la trisomie, ce genre de choses. Moi, j'en ai eu un troisième juste parce que j'ai eu un problème, enfin pas un problème, mais en fin de grossesse, il y avait un jour où elle bougeait plus, donc j'étais très inquiète. Donc on a été aux urgences de la maternité pour vérifier que c'est juste qu'elle avait plus de place. C'est pour ça qu'elle bougeait plus trop. Mais moi, j'avoue avoir été très contente de mon suivi. Sachant qu'en plus, j'ai déménagé de ville pendant ma grossesse, donc j'avais un peu la peur de me dire entre les deux, si j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une grossesse sans complications, mais j'ai trouvé aussi que le suivi n'était pas aussi inquiétant que ce qu'on peut dire quoi. Après, je pense que si on a des antécédents particuliers, alors il y a quand même, je pense, un suivi qui est bien fait quand il y a des antécédents. En Angleterre, le truc c'est que s'il n'y a pas d'antécédents qui prouvent que tu dois faire vérifier, ils vont Mhm. pas forcément payer du suivi supplémentaire et bon, dans ce cas-là, souvent il faut passer par le privé. Mais s'il y a des antécédents, les gens que je connais ont été très bien suivis aussi, donc non, pour moi, expérience très positive.
Et au niveau de l'accouchement, alors des retours que j'entends entre mes amies françaises ou mes amies anglaises ici, j'ai l'impression quand même qu'en Angleterre, on a tendance à plus encourager l'accouchement par voie naturelle. Il y a pas mal de, même dans le système, donc moi je suis passée par le système de santé publique gratuit qui s'appelle la NHS. Et donc il y avait l'option d'accoucher soit dans ce qu'on appelle un ward, où tu as accès à tout ce qui est péridurale, ce genre de choses. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'en Angleterre, quand on demande la péridurale, on ne l'a pas. Moi, je connais des gens qui l'ont eu. Après, beaucoup de gens sont déclenchés, donc ils peuvent l'avoir avec ce package-là, on va dire. Mais après, on t'encourage pas mal à passer par. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'étais dans une midwife-led unit, ce qu'ils appellent, qui était dans le même hôpital, mais à un autre étage. Où là, voilà, on t'encourage vraiment à faire. T'as des ballons, t'as des piscines, des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai fini là-dedans. Sachant que j'étais arrivée, alors je suis allée à l'autre service à la base en disant que je voulais une épidurale, machin, que je voulais, le jour J, j'ai dit à mon mari, non, non, va là, je veux l'épidurale, parce qu'il te laisse le choix jusqu'à la dernière minute. Et quand la fille, quand ils nous ont accueillis et qu'ils m'ont dit que j'étais à 6 centimètres, ils m'ont dit, franchement, vous sentez. En fait, j'étais ça, il fallait savoir combien t'es dilatée, parce que s'ils me disaient que j'étais à 2 centimètres et que j'étais dans cet état, j'arrivais encore à gérer, mais là, du coup, je sentais que j'avais de la marge, donc ils m'ont dit montez en haut. Si vous voulez changer, vous pouvez monter en haut et tenter par voie naturelle, quoi. Donc j'ai fait ça et c'était une expérience incroyable. Mais ils m'ont promis que si j'avais envie de redescendre pour l'épidurale, ils le faisaient. Donc voilà, j'essaie de couper court un peu à ces rumeurs comme quoi l'épidurale, il n'y a pas le droit en Angleterre. J'ai l'impression que c'est pas vrai, mais bon. Après, moi, je ne l'ai pas demandé au final, mais super expérience par voie naturelle, ouais. Après, alors je sais pas, j'imagine que c'est pas comme en Allemagne évidemment, mais je sais qu'en Allemagne aussi on dit beaucoup la péridurale, on n'y a pas droit et ça dépend vraiment des hôpitaux. J'imagine qu'en Angleterre c'est peut-être la Oui, même chose sûrement en fait, aussi, ouais. c'est ça dépend des hôpitaux, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait cette possibilité d'accouchement plus naturel si on le Hmm. veut. Et Et que voilà, que c'est pas forcé du tout, quoi. Moi, on m'a vraiment laissé l'option en disant, voilà, c'est votre corps. Comment, c'est vraiment en fonction du ressenti le jour J. En fait, on te demande un birth plan en avance ou c'est tes préférences, mais c'est vrai que c'est impossible de savoir comment tu vas te sentir le jour J et ta tolérance à la douleur, si je peux dire. On sait que c'est un process naturel, donc je trouve ça bien qu'on ait l'option et que j'ai eu le choix de suivre un peu le mood du jour, quoi. c'est vrai. Et concernant la parentalité, comment tu la vis, comment elle se vit en Angleterre? Ouais, bah alors moi j'ai une fille de 6 ans maintenant, donc j'ai l'impression que je suis un peu passée, j'ai passé le dur, quoi. Enfin, le dur, il y a d'autres choses dures, mais la petite enfance qui est dure en Angleterre parce que financièrement c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'en France, si je comprends bien. Alors c'est vrai que j'ai du mal parfois à comparer parce que j'ai pas l'expérience de la maternité en France comme certains peuvent l'avoir. Mais en Angleterre, donc, beaucoup de femmes prennent un congé maternité d'1 an. C'est assez commun. En fait, légalement, tu peux prendre un congé de 9 mois et reprendre ton métier d'avant et on peut pas te le reprendre, quoi. Et tu peux t'arrêter 1 an et la société est obligée de te reprendre, mais pas forcément sur le même rôle. Donc, tu es quand même garanti de reprendre ton travail. Je ne sais pas comment c'est exactement en France. Après, tu n'es pas beaucoup payé. Le congé maternité en Angleterre, alors ça a peut-être changé depuis le mien, mais si je me trompe pas, je crois que c'est genre 8 ou 9 semaines où tu gagnes 70% de ton dernier salaire. Et après, c'est genre une aide du gouvernement, mais c'est genre 120 livres par semaine, donc ça va pas loin, hein. S'il n'y a pas un conjoint qui a un salaire décent, clairement, on peut pas se le permettre. Nous, c'était aussi pour ça qu'on était parti de Londres à ce moment-là, en se disant que voilà, si je m'arrêtais 1 an financièrement, ce serait moins compliqué si on était dans une plus petite ville. Donc moi, je me suis arrêtée 1 an, ce que j'ai trouvé très cool. Mais alors, une fois qu'on retourne au boulot, bah, il y a les frais de crèche qui, en Angleterre, sont faramineux, quoi. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, alors c'était pareil, c'était encore il y a quelques années, mais moi, je suis à Bristol, qui est une ville de taille moyenne. Et par mois, quand on payait plein pot, jusqu'à ces 3 ans, c'était genre 1400 livres par mois, quoi. Donc quand il faut payer ça, plus le remboursement de sa maison, plus tout le reste, c'est presque, enfin, pour beaucoup de femmes, ça ne vaut pas le coup de retourner au travail. C'est pour ça que beaucoup de femmes même s'arrêtent jusqu'aux 5 ans quand ils commencent l'école primaire. Moi, j'avais besoin de travailler parce que aussi c'est quelque chose que j'aime et j'avais besoin d'être dans une sphère en dehors de la maternité. Mais ça a été des années.
Encore, on a de la chance on avait des bons boulots, mais je ne sais pas comment la plupart des gens s'en sortent. Parce que financièrement, c'est un gouffre. Donc là, depuis qu'elle a commencé l'école primaire qui est gratuite, on revit parce qu'on peut faire de nouveau des projets. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'elle a été petite pendant Covid, donc comme on pouvait, entre guillemets, moins voyager, bah, on a moins eu l'impression de se priver. Mais c'est vrai que là, c'est chouette de pouvoir de nouveau faire des voyages, moins regarder tout à la dépense. Donc, ouais, le début est peut-être plus dur en Angleterre qu'en France parce que financièrement, c'est vraiment une grosse charge. Et moi, j'en ai qu'un. Quand il y en a deux, je ne sais pas comment on fait. Et Oui. on n'avait pas d'aide. Alors après, nous, on n'a pas d'aide. Mes parents, bien sûr, sont en France et les parents de mon conjoint sont à Liverpool. Donc, comme on n'a pas les grands-parents, on ne peut pas se dire ils les prennent un jour par semaine et il fallait payer la crèche tous les jours. Donc, bon, c'est aussi lié à un choix personnel d'être dans une région où on n'a pas de famille pour nous épauler, quoi. Oui, ça fait quand même une sacrée économie quand tu dis ton enfant va à l'école, non? Ça fait du bien au compte en banque, hein? Le dernier jour de crèche, je rigole même pas, on avait une bouteille de champagne au frigo, hein. Oui, je veux bien y croire, oui. Tellement on avait hâte. Alors, on va revenir un peu plus à ta fille maintenant. Est-ce que déjà tu peux nous raconter son parcours bilingue? Comment elle évolue, quelle langue elle apprend, etc. Du coup, donc moi je suis française et mon mari est anglais. Il ne parle pas du tout français. Il connaît quelques mots, mais voilà, c'est pas du tout. Il était très mauvais en langue à l'école. J'ai eu la preuve de mes beaux-parents avec les bulletins de collège et pas de chance, mais voilà. Et donc, quand je suis tombée enceinte, au début, on savait pas trop comment on allait faire parce que quand j'ai fait un peu des recherches, voilà, il y a les méthodes un peu traditionnelles où c'est soit on parle une langue à la maison, une langue à l'extérieur pour faire vraiment une distinction claire pour les enfants. Ce qui nous marchait pas puisque à la maison, bah voilà, si on parle que français, mon mari comprend pas. Si on parle que anglais, bah elle n'a pas d'exposition au français puisqu'à l'extérieur c'est aussi de l'anglais. Et sinon, il y a le choix de faire une personne, une langue. Mais moi, ça me dérangeait vraiment, bah, du coup, d'exclure mon mari des conversations. Alors, on a quand même un peu fait ça quand elle était petite, parce que voilà, comme c'était vraiment du vocabulaire de base, que je parlais, on va dire, plus lentement. C'est probablement la période où John, mon mari, a appris le plus de mots. Je pense qu'il a un bon vocabulaire de la petite enfance, les couches, le doudou, les trucs comme ça. Du coup, quand on était tous les trois, des fois, je parlais les deux. Mais quand j'étais avec Amélie depuis la naissance, toujours, je m'y suis tenue à parler que français avec elle. Et depuis qu'elle est plus grande et que vraiment maintenant elle nous raconte des choses du quotidien et que c'est important que John comprenne tout ce qu'elle dit, dès que quelqu'un d'anglais, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre maintenant, est dans la pièce, on switch. Et il n'y a pas de souci, il y a pas de souci avec ça. Donc pour nous, ça a bien marché cette méthode. Après, moi, ma peur au début, c'était qu'elle n'entende quand même pas assez de français, puisque quand même, elle est passée la majorité de son temps à entendre de l'anglais. Et c'est une grosse source d'anxiété pour moi au début, jusqu'à ce que je trouve, alors une étude, j'en avais parlé sur un de mes posts il y a un petit moment, j'avais trouvé une étude d'université à Montréal qui parlait en fait du fait que pour assimiler une deuxième langue, il fallait forcément y être exposé au moins 30% du temps. Et en fait, je sais pas, j'ai fait un blocage sur ce chiffre en me disant, ah voilà, ça c'est un truc que je peux contrôler, que je peux mettre en place. Donc j'ai vraiment, en fait, je rigole même pas, j'ai fait des calculs du nombre d'heures qu'elle est à la maison, le nombre d'heures qu'elle passe avec moi en semaine, le week-end. Et on arrivait à 37%, un truc comme ça. Donc je me suis dit, ok, si je me tiens à ça, ça doit le faire, quoi. Donc en fait, moi, ça a été un peu ma boussole, quoi. Je me suis toujours tenue à ça. Sachant qu'après, les 30% d'exposition sont pas que moi. Il y a les dessins animés, il y a la conteuse, il y a la lecture de livres. Mais quand même, le français ne repose que sur moi. Donc voilà, je savais que c'était ma responsabilité et qu'il fallait pas que je voulais pas louper le coche, quoi. Et donc Amélie parle là elle a 6 ans, elle parle parfaitement les deux. Je dirais que souvent les gens me demandent à partir de quel âge vraiment il y a eu le déclic. Et moi je m'en souviens clairement, c'était juste avant ses 4 ans parce qu'on était en vacances. Ce qui est drôle parce que quand on est tous les trois, on parle anglais. Donc c'était une semaine où on parlait que anglais. Et là, elle m'a sorti des tirades en français. J'ai pas compris ce que c'est. Et donc là, j'ai senti que tout ce qu'elle avait dû absorber depuis des années était bien quelque part et que ça recommençait à sortir. Et depuis, c'est vraiment une évolution progressive des deux langues. Je dirais que pour moi, je trouve que son français est aussi bon que son anglais maintenant. Et elle n'a pas du tout d'accent, qui est un truc que souvent me fait remarquer dans mes vidéos. Il y a souvent des gens qui me disent, ah, c'est dingue, elle n'a pas du tout d'accent.
ce qu'elle avait un peu par moment et qu'elle a perdu. Donc, c'est assez intéressant de voir les phases. En tant que parent, c'est inquiétant de se dire est-ce que je fais ce que je fais, ça marche ou pas? Parce que pendant longtemps, en fait, on voit pas du tout le fruit de nos efforts. Après, il peut y avoir, alors il y a le mélange des deux langues, mais ce qui est normal. Il y a les accents. Donc ça met à un moment, je pense que ouais, depuis qu'elle a 5 ans, je dirais, on sent vraiment qu'il y a une bonne séparation des deux langues, il n'y a plus d'accent, il y a une... Même maintenant, si des fois je trouve pas mes mots, elle me traduit. Vraiment, là, je pense que j'ai l'impression qu'elle a une compréhension au même niveau que moi de la distinction des deux langues, donc c'est top. Et puis, en tant que maman ou en tant que parent qui est celui qui apporte la langue, de se dire c'est moi qui ai fait ça parce qu'il y a personne d'autre qui lui a exposé au Mm. français, c'est une C'est vrai, hein. super belle fierté, mais ça prend du temps de porter ses fruits. Donc, pour tous ceux qui écoutent, n'abandonnez pas, ça finit par payer. Et donc tu dis, elle a 6 ans, elle va à l'école, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu as déjà commencé avec la lecture en français avec elle? Ou quelles sont Oui, alors tes j'ai idées? la chance que, alors elle a fait toute sa crèche en anglais. Et alors moi, du coup, à l'époque, je travaillais à temps partiel, donc je travaillais 4 jours par semaine et je prenais mais c'est un détail quand même important à mentionner, je travaillais pas les mercredis et donc je les ai transformés en les mercredis français où du coup j'avais ma journée avec elle et vraiment on faisait beaucoup d'activités pour aussi l'exposer à beaucoup de vocabulaire différents. Et donc, depuis qu'elle a commencé l'école primaire anglaise, donc elle est à l'école publique anglaise gratuite, mais on a la chance énorme à Bristol d'avoir une école française qui a un système, alors ils appellent ça le day release, qui est un système où il faut trouver une école anglaise partenaire qui accepte que l'enfant aille à l'école française un jour par semaine. Donc, tout ce qui sont les bases, les maths, tous les sujets sont faits par l'école anglaise et l'école française pendant cette journée se focalise seulement sur le vocabulaire, la lecture, l'écriture. Donc c'est vrai que pour ça, ils ont pu prendre le relais sur la lecture où je ne savais pas forcément comment m'y prendre. Là, elle apprend effectivement la lecture à l'école française et on a nos petits devoirs et tout. Et elle fait vraiment des super progrès sur les deux. Et moi, je suis impressionnée comme elle arrive à même différencier les deux langues parce que c'est vrai que des fois, les mêmes lettres dans différentes langues n'ont pas le même son. Donc je me dis, ouh là là, ça va être Mm. compliqué. Sachant que du coup, il y a 1 an de décalage entre l'apprentissage de la lecture à l'école anglaise et à l'école française, parce que justement, ils veulent qu'ils apprennent déjà les bases anglaises en premier, pour ne pas tout leur ramener en même temps et que ça les perturbe un peu. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça a bien marché, parce que la lecture anglaise est déjà bien installée. Et là, cette année, elle a commencé depuis septembre la lecture française, et vraiment, je trouve qu'elle dissocie bien les deux, et je ne m'attendais pas à ça. Donc, non, c'est vraiment chouette. Mm. On a vraiment beaucoup de chance. Et concrètement, donc tu dis, il faut trouver une école, des écoles partenaires. Est-ce qu'il y a un site pour les trouver ou comment on les trouve, ces écoles partenaires, justement? Ouais, alors en Angleterre, et je crois que c'est un système international, il y a ça s'appelle le FLAM. Alors je sais plus pourquoi, je Un sais français plus. langue maternelle, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est le réseau. Alors des fois, il a le nom réseau parapluie, mais c'est réseau flamme. Et je sais qu'en Angleterre, par exemple, c'est une carte vraiment du Royaume-Uni et tu vois tous les sites. Alors il y a des écoles. Alors sachant que nous, c'est vraiment un système très spécifique à Bristol, je crois qu'il n'existe pas d'autres écoles comme la nôtre au UK. En tout cas, les D'accord. autres, il existe des écoles complètement françaises à Londres, mais des écoles avec juste un jour comme nous, c'est que à Bristol. Et c'était une des raisons de déménagement ici. Je crois que l'école a été créée parce qu'en fait, il y a beaucoup d'expatriés qui travaillent pour Airbus, qui est un gros site juste à Mhm. côté de l'école. Mais après, il y a aussi des clubs. Il y a par exemple, ma meilleure amie, elle est à Dublin, en Irlande. Il n'y a pas d'école, où je crois qu'elle est loin de chez elle, mais elle a un club de français les samedis matins. Donc, ils répertorient tous ces clubs-là qui suivent, je crois que ça suit du coup le programme français, quoi. Donc, je pense que c'est hyper bien. Et au-delà d'apprendre la lecture et l'écriture, ou du vocabulaire pour les plus petits, moi, ce qui me tenait aussi vachement à cœur, c'était qu'elle puisse être dans un environnement, elle voit d'autres enfants français, qu'elle se dise pas juste c'est maman et c'est mamou, ma grand-mère en vacances qui parle français. Non, non, il y a une communauté, Mm. il y a des fêtes, il y a l'épiphanie, il y a Carnaval, il y a le 14 juillet. Et ça, c'est un gros élément pour que, pas qu'ils parlent français, juste, mais qu'ils se sentent français, quoi. Et elle, je trouve Mm. qu'elle dit vraiment, quand on lui demande de se décrire, elle dit qu'elle est franco-anglaise. Après, elle comprend très bien elle vit en Angleterre, mais vraiment, je pense quand même elle s'identifie beaucoup à la culture française, qui est un point, moi,
qui me tient encore plus que la lecture. Je pense qu'elle parle, c'est ça, c'était ma priorité. Lecture, écriture, c'est le bonus, vraiment la cerise sur le gâteau. Mais c'est vraiment l'identité française, j'avoue, qui me tient à cœur, moi. Oui, c'est vrai que l'identité, ça fait partie de nous, hein, donc on comprend que ce Ouais, soit important de le transmettre, hein. Quand on est maman, on a envie de transmettre une part de nous, hein. exactement. Alors, tu as dit, il y a beaucoup de Français ou de francophones à Bristol. Comment est vu le français dans la région? Alors, dans ton entourage aussi, et dans la région, comment est-ce que c'est vu et accueilli? Ouais, alors Bristol, c'est une ville hyper progressiste, hyper libérale. C'était aussi une des raisons du choix de cette ville. C'est vraiment une ville hyper accueillante. Elle est très connue en Angleterre pour être une ville assez créative, quirky, écolo. Donc vraiment autour de tous les débats qu'on peut entendre en ce moment sur l'immigration en Angleterre, vraiment, c'est pas une ville où, en tout cas, on souffre autant qu'ailleurs du fait d'être potentiellement de venir de l'étranger. Après voilà, je sais que j'ai de la chance d'être, on va dire, je suis blanche et je suis pas la cible principale des gens qui malheureusement n'ont pas l'intelligence de voir que il y a toujours un plus d'avoir des gens qui viennent de partout. Mais voilà, Bristol, c'est une vie hyper, je sais pas comment dire en français, inclusive. Donc on est très bien accueillis ici. Et puis voilà, il y a un bon réseau de Français parce que voilà, il y a ce site Airbus, mais aussi il y a la plupart des gens que je connais français ici sont venus parce que voilà, ils aimaient l'Angleterre, ou ils sont tombés amoureux de Bristol, ou ils sont venus pour des études en Erasmus. Donc il y a vraiment des Français de tous les horizons. Donc c'est chouette d'avoir une belle communauté française ici, ouais. Oui, mais c'est vrai que c'est pratique, comme tu dis, pour ta fille, ensuite d'avoir cette communauté pour les enfants, pour qu'ils voient que le français, c'est pas que maman et mamie, mais aussi d'autres Exactement. gens. Mm. Alors, tu nous as parlé de cette association Flamme qui fait les cours le vendredi. Est-ce qu'il y a d'autres actions locales à Bristol pour les enfants francophones, donc pour les permettre de les exposer aux Français? Oui, il y a pas mal de clubs qui sont indépendants de l'école française. Je sais que par exemple, il y a les petits zouzous qui sont organisés par alors une autre, Audrey, qui habite à Bristol, qui a un groupe de comptines et de nurseries pour les enfants. J'en ai fait un peu quand ma fille était petite. C'est un bon moyen aussi quand les enfants sont tout petits, bah, de rencontrer soit d'autres Français, soit d'autres francophiles, parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui sont des Anglais qui aiment le français ou qui ont appris le français à l'université et qui ont envie de passer ça à leurs enfants. Donc j'ai fait ça un peu quand Amélie était petite, mais après c'était le confinement, donc on a fait beaucoup de classes en ligne en fait. Mais il y a plusieurs clubs comme ça qui sont et à Bristol et je crois dans la ville d'à côté, Bath. Donc moi je suis par exemple sur un WhatsApp aussi qui est juste les Français de Bristol. Donc parfois les gens vont juste organiser en disant s'il y en a qui veulent, si on va à tel pub regarder tel match, s'il y en a qui veulent venir, les enfants sont les bienvenus. Donc, il y a même beaucoup de choses. Des fois, on n'arrive pas à savoir tout ce qui se passe parce que moi, je suis sur ce WhatsApp et le WhatsApp de l'école, mais sinon, il se passe trop de choses. Donc, mais non, non, la communauté française est vraiment hyper active ici. Donc, c'est très chouette. Ouais, en effet, ça donne envie presque. Je sais pas comment c'est ou en Allemagne si toi là où tu es ou. Ça dépend vraiment. Dans les grandes villes, et encore même pas forcément, mais il y en a un peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression, les associations flammes du Royaume-Uni, comme tu as dit, j'ai le parapluie flamme, je connais aussi, ça a l'air d'être vraiment très répandu. Hmm. C'est bien, c'est une bonne chose, en effet, hein, Ouais. Après, je pense que c'est aussi lié au volume. Je crois que aussi. l'Angleterre, c'est vraiment un des pays où il y a le plus d'expats français. Donc, c'est sûr qu'aussi, Et plus il y a de oui. gens, plus voilà, tu arrives à créer une dynamique de groupe parce Mm. que c'est pas toujours facile de lancer ces groupes-là. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être impliqués. Moi, j'avoue que j'aimerais aller à plus de choses organisées par la communauté française, mais en fait, je manque de temps. Et puis j'ai aussi déjà mon réseau d'amis anglais que j'essaye de voir, mais honnêtement, entre le travail et la parentalité, j'ai déjà pas beaucoup de temps. Donc des fois, j'aimerais pouvoir faire plus de choses en français d'ailleurs que je ne fais pas, ouais. Je pense que tous les parents te comprendront là. Ouais, Moi, je comprends en tout cas le manque de temps. Les journées à 24 heures, c'est pas assez, vraiment pas. exactement. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les parents qui veulent donc transmettre le français ou de manière générale une langue minoritaire en vivant à l'étranger? Hmm. Bah alors, je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, essayer d'avoir ces 30% d'exposition à la deuxième langue
ça semble avoir marché pour moi. Donc voilà, ça vient quand même d'une étude sérieuse. C'est d'un docteur de l'université de McGill à Montréal. Donc voilà, moi je m'étais basée sur ça. Et pour le coup, j'ai des bons résultats, mais voilà, chaque enfant est différent, donc il faut s'adapter. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'essayer de faire du français un jeu, de pas en faire un devoir ou une corvée. Je sais que maintenant qu'on a des devoirs de l'école française, bah bizarrement ça j'ai plus de mal à le faire faire à ma fille parce qu'elle le voit, c'est présenté plus comme une corvée parce que voilà c'est à telle heure, c'est un livre qu'on n'a pas forcément choisi, qui est pas forcément de son goût, et je vois tout de suite qu'il peut y avoir plus une réticence. Donc je pense que peut-être ce qui a marché pour moi jusque là, c'est que j'essaie vraiment de rendre le truc le français fun en faisant bah ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein, c'est des activités du quotidien, mais juste d'aller même à un aquarium et de parler en français, ça permet d'acquérir de vocabulaire. Essayer de s'intéresser aux dessins animés qui sont cool. Alors moi, la problématique que j'ai maintenant, c'est que comme elle est à l'école, bah, elle a envie de regarder les mêmes dessins animés que ses petits copains. Et comme ils en parlent en anglais, bah, elle a envie d'avoir les bons noms. Alors il y a des dessins animés qu'on regarde dans les deux langues, mais par exemple, on regarde un truc qui est très connu ici, c'est américain, donc je pense que c'est connu partout, c'est Gabby's Dollhouse. C'est une petite Mhm. fille avec une maison avec des chats. Et ils n'ont pas du tout les mêmes noms, les personnages, en anglais et en français. Donc si elle le regarde en français, mais quand elle en parle à ses copains, ils ne comprenaient pas. Donc maintenant, elle le regarde en anglais. Maintenant, elle connaît les noms Elle a une bonne mémoire, donc elle connaît les noms dans les deux. Donc on peut passer dans les deux. Mais il y avait cette problématique. Donc ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de trouver des dessins animés qui existent que en français et qu'elle adore. Par exemple, ça peut être des livres aussi. En ce moment, elle adore, par exemple, Mortel Adèle, qui est une BD. Et donc, je lui ai acheté la carte sur sa Yoto. Elle écoutait beaucoup, en fait, sur sa Yoto de trucs anglais. Je me disais, ah, faut que je lui trouve un truc français qui l'accroche autant, quoi. Et j'ai trouvé ça, Mortel Adèle, et elle l'écoute en boucle. Et là, elle est repassée. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à bah, ce que les enfants aiment actuellement en France. Même si c'est des trucs, par exemple, qui nous plaisent pas des fois à nous, quoi. On a de la chance maintenant, il y a des très bons dessins animés, mais des fois, on va être genre, oh, ça a l'air un peu bêta, j'ai pas envie que tu regardes ça. Ouais, mais bon, si elle adore et que c'est en français, en fait, non, il faut. C'est vrai. Parce que il faut pas en faire une corvée, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça marche bien pour nous, mais de temps en temps, je me rends compte que elle regarde plus de choses en anglais où je sens qu'il y a je commence à sentir un petit décalage entre les deux, donc j'essaie de rectifier le coche. Donc là, voilà, je suis partie sur Mortel Adèle. Après, ça sera peut-être autre chose, mais on a de la chance maintenant avec Internet que tout est si facile d'accès. Par exemple, je sais que je regarde beaucoup, quand on va en France, ma fille, elle regarde Oku. C'est les dessins animés qui sont sur, c'est quoi, France 4. Et on peut les regarder, la version internet depuis l'Angleterre. Donc du coup, les dessins animés qu'elle voit en France chez Mamou, bah, je lui mets aussi là. Donc elle est comme ça contente de les retrouver. Donc maintenant avec Internet, on a vraiment beaucoup de chance. Il faut juste s'assurer de dédier du temps à trouver des choses fun Mm. pour eux. Mais il y a plein de musique, plein de livres, plein de dessins animés qui sont top. Et voilà, même si on veut limiter les écrans, c'est vrai quand même, en tant que parent, ça soulage un peu parce que moi, je suis la seule à parler français et des fois, ça fait, Ça fait du ça bien fait quand beaucoup. même, hein. Puis on a Mais je trouve tendance à... moi, je sais qu'une des pressions que je me mettais, c'est que comme il fallait qu'elle ait ses 30% d'exposition, quand elle était avec moi, je parlais, parlais, parlais. Quand je l'amenais au supermarché, je me souviens, elle était dans le truc et je lui disais, oh, regarde, ça, c'est des pâtes. Et ça, machin. Et je me disais, je la saoule de paroles. Et moi, je m'épuisais pendant 2 heures à causer, causer. Et c'est. Donc, oui, il faut pas hésiter à utiliser des supports extérieurs. Sinon, on peut pas être tout le temps on, quoi. Mais ce que je trouve intéressant que tu dis, et c'est vrai, c'est de rester informé de ce qui se passe en France, du coup, quand on est français ou dans son pays d'origine, pour savoir ben, voilà, ce que les enfants aiment bien en dessin animé, les chansons, les livres et tout. Parce que, en effet, nous, on va avoir aimé, je sais pas, moi, je sais que j'aimais bien les Martines. Bon, ma fille, elle n'est pas très Martine, quoi. Elle va les Ouais, lire, mais en effet, Mortel Adèle, on va essayer parce que c'est ce que j'entends tout le temps. Et c'est aussi, alors c'est aussi de l'énergie, mais c'est aussi un travail à faire, hein, ouais, de garder ce contact. Idéalement, quand on a des amis en France qui peuvent nous aider, c'est très pratique, mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément le contact, voilà, il faut savoir ouais. aussi chercher l'information. Mais ouais, c'est en effet un bon point à préciser, Bah, j'ai je envie de pense dire. qu'un bon raccourci, c'est vraiment d'aller sur les sites genre la Fnac, Mm. section best-seller, ce genre de trucs. Souvent, c'est comme ça que ça part. Après, je vais regarder ça et puis je vais voir un titre où je fais ah, je suis sûre que j'ai déjà entendu parler de ça.
Puis quand on entend un nom deux, trois fois, tu te dis bon, il doit quand même avoir quelque chose. Donc c'est vrai que maintenant, quelle chance. Je me dis, ceux qui étaient expats avant sans Internet, ça devait être C'est très vrai, très hein. compliqué. Mm. Maintenant, même avec Spotify, on a une liste. Alors, tiens, Mm. pour donner deux, trois idées, je sais que par exemple, en musique française, alors là, il y a beaucoup d'albums, mais un artiste qui est super pour les enfants et les parents, c'est Aldebert, qui est énormément connu en France. Moi, je l'ai découvert complètement par hasard enceinte. Il a plein de chansons qui vont vous mettre les larmes aux yeux parce que vraiment, ça passe du hyper drôle au hyper, les détails qui vous prennent au cœur, quoi. Et je sais pas combien il a d'albums, mais il a aussi des histoires audio. Et nous, sur Spotify, on les a tous et on les écoute depuis qu'elle est petite et on s'en lasse toujours pas. Il a fait un album métal. Ma fille adore le métal et le rock, donc trop bien. C'est d'ailleurs, je pense que c'est par lui qu'on a découvert Mortel Adèle parce qu'il a une des chansons où il parle de Mortel Adèle et la fille qui fait la voix Ah, dans le livre parle sur la chanson. Donc, il a plein de duos avec des artistes super connus. Enfin, vraiment, ça, c'est hyper facile. Si vous vous mettez sur Aldebert, vous en avez pour un bon moment à tout écouter, quoi. une bonne idée. Mm. Et alors, tu dis que tu as calculé les 30%. Bon, je pense que maintenant, tout le monde a envie de savoir combien ça fait exactement 30%. C'était Ouais, dans la semaine, hein. ouais. Alors, tiens, je regardais tout à l'heure parce que comme je savais qu'on avait notre conversation, en fait, j'ai arrêté il y a un an un blog où je parlais de la vie d'expat et là, je rentrais dans plus des détails. Et un de mes articles était le plus populaire, c'était sur la parentalité bilingue où j'avais détaillé tout ça et j'avais même mis le détail des horaires. Moi, je les ai plus en tête. Maintenant, ça commence à dater. Mais alors, du coup, je l'ai regardé un petit peu avant de venir. Mais c'est en effet quelque chose que j'ai déjà entendu, cette histoire des 30%. J'avais même déjà entendu combien de temps ça fait. Là, je serais incapable de le dire, je serais incapable de retrouver où je l'ai lu. Ouais. Mais je l'ai en effet entendu par des pros du bilinguisme. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été maintenant scientifiquement prouvé, il me semble. Donc, je sais qu'alors, j'ai pas le détail en tête, mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, moi, comme je travaillais 4 jours par semaine, je crois que je passais donc 1 heure le matin. Alors, à savoir que moi, c'est moi qui fais depuis qu'Amélie est née, c'est moi qui la dépose toujours à l'école ou la crèche et qui vais la chercher parce que mon mari a un boulot très très prenant et il voyage beaucoup. Et aussi parce que moi je suis une lève-tôt, donc de toute façon je suis levée et j'ai envie de passer ce temps-là avec elle et je voulais l'exposition. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours ce que les gens veulent, mais ça me faisait 1 heure le matin, 1 heure le soir, qui est quand même pas au final énorme. Et puis en plus, si on a envie de passer du temps avec ses enfants, je crois que 2 heures ça nous Mm. suffirait déjà tous pas. Donc il y avait ça. Moi je pense que ce qui me sauvait la mise pour le calcul des 30%, c'était d'avoir réussi à trouver un boulot flexible où je ne travaillais pas les mercredis. Là vraiment j'y allais à fond les ballons quoi. Et l'autre détail d'importance sur lequel effectivement on me questionne de temps en temps dans la vraie vie, c'est que le week-end, en fait, avec mon mari, comme on n'a pas du tout d'aide extérieure, en fait, on travaille un peu depuis qu'elle est née sur un système de relais. Donc, par exemple, on fait des demi-journées. Moi, je me lève avec elle le samedi et je vais m'occuper un peu d'elle et après, il s'occupe d'elle pendant que je vais au sport. En fait, on prend tout le temps le relais comme ça. Donc, on n'a pas beaucoup de temps à trois. Ce qui surprend pas mal de gens parce qu'ils trouvent des fois que c'est un peu dommage. On a beaucoup les repas et des petits moments, le petit-déj, des trucs comme ça. La routine du soir, du dodo, ça en fait toujours ensemble. Mais dans la journée, sinon, moi, le temps que je passe surtout avec mon mari, c'est le soir quand elle est couchée. Elle se couche assez tôt, notre fille, et vraiment, on met un point d'honneur à avoir une soirée de couple tout le temps, surtout que voilà, il voyage pas mal, donc quand il est là, on veut vraiment avoir du temps de qualité à deux. Mais ça veut dire que les week-ends, quand j'ai ces demi-journées, j'ai deux demi-journées du coup à elle. C'est presque comme une garde un peu partagée d'une certaine façon. Je pense que c'est ça qui dérange les gens. Ils ont l'impression qu'on est presque une garde partagée, alors que non, non, on est bien une famille qui s'aime, quoi. Mais du coup, comme j'étais ces demi-journées, je peux lui parler en français exclusivement pendant ces moments-là. Parce que sinon, je serais obligée de passer à l'anglais. Et là, du coup, les 30%, bah, ils en prendraient un gros coup. Donc je pense que c'est les mercredis et ce système sur les week-ends qui a bien fonctionné pour nous. Mais voilà, j'ai bien conscience que ça ne fonctionne pas forcément pour toutes les familles. Après, chacun doit un peu moduler selon ce qu'il peut. Peut-être que certains peuvent aller en France plus souvent et du coup, ils peuvent avoir des expositions par ça. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de jongler avec les ressources en temps et en personnes et en disponibilité bah, qu'on a, quoi. Exactement. Alors, pour finir, est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes du bilinguisme de ta fille? Ouais, alors l'anecdote à laquelle je pensais, en fait, c'est parce que j'ai
publié une vidéo sur ce sujet il y a pas longtemps et elle a eu tellement de commentaires que je me suis dit, ah, je m'attendais pas à ce que ça fasse réagir les gens tant que ça. En fait, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que ce qui est difficile avec la parentalité bilingue, c'est qu'en fait, moi, je suis d'un caractère, on va dire, assez anxieux quand même. Et du coup, depuis toute petite, je me disais, ah, j'espère qu'elle va réussir à parler. Si elle parle pas, bah, ce sera ma faute parce que ça tombe sur moi. Elle commence à dire des mots en anglais, mais elle dit pas des mots en français. Il y a toutes ces étapes où je me disais, ah, est-ce que ça va prendre ou pas? Et puis après, ça a pris et elle mélangeait les mots. Et là, elle avait plein d'expressions trop shoot, genre, elle nous disait pas what is it ou qu'est-ce que c'est, elle disait what's que c'est. Et ça nous faisait mourir de rire. Et elle avait plein d'expressions comme ça. Elle disait pas coup de pied, elle disait kick de pied. Enfin, je les ai toutes notées dans un petit carnet parce que je trouvais trop mignon. Et en même temps, je me disais, ah, j'espère qu'elle va pas trop mélanger les trucs. Et en fait, maintenant, elle parle parfaitement français. Et en fait, il faut réussir, je pense, à être quand même dans le présent et profiter de tous ces détails du bilinguisme qui rendent un peu notre expérience de la maternité et de la parentalité unique, sans trop s'inquiéter. Mais c'est hyper difficile, hein. Quand on est de l'autre côté du mur, c'est plus facile à dire. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir quand même bien profité, mais de m'être quand même pas mal inquiétée. Et ouais, je crois qu'il faut essayer de profiter de chaque étape sans trop s'inquiéter, quoi. Et de noter ces petites phrases-là. Je conseille à tous les parents de se faire un petit carnet avec ces petites phrases cute, parce que ça dure pas hyper longtemps, cette phase. Alors moi, je les relis souvent avant son anniversaire et je me bidonne. Il y a des trucs que j'ai déjà oubliés alors que c'était il y a 2 ans, quoi. Et ça, c'est vraiment trop chou. C'est vrai, hein, ça passe très vite. Moi aussi, je les note et ça passe en effet très vite. La période trop mignonne Ouais, où il y a un peu cette naïveté aussi, entre guillemets, du monde qui est en fait très mignonne et ouais, qui pourrait durer un peu plus longtemps. Mais bon, voilà, c'est le temps, il passe très vite. exactement. Eh bien, écoute, je te dis merci pour tout ce que tu nous as raconté. Pas de Je souci. mettrai le lien de ton compte Instagram dans la description. Je vais essayer de trouver cet article sur les 30%, parce qu'en effet, moi, je l'ai entendu aussi. Donc, si j'arrive à Mm. le trouver, je le mettrai aussi dans la description, comme ça, tout le monde Ouais, je pourra en sais que c'est de profiter. la, c'est de la McGill University à Montréal, donc tu Ah, devrais pouvoir donc, le je trouver. chercherai, ouais. Et donc, voilà, merci beaucoup. Super, bah merci à toi pour ton temps et puis j'espère que bah voilà tout ce que j'ai partagé pourra servir à d'autres. C'est les quelques conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais au début de mon parcours de maman il y a 6 ans, donc j'espère que ce sera utile. Je n'en doute pas. Merci Audrey. Si cet épisode vous a inspiré, rassuré ou donné envie d'aller plus loin dans l'aventure du bilinguisme et de l'expatriation en famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Sur le site des Franco-Expats et sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver des cours en ligne spécialement conçus pour les enfants expatriés, des ressources pratiques, des témoignages et une communauté active de familles qui jonglent entre langue, culture et fuseaux horaires. Retrouvez tous les épisodes du podcast ainsi que nos contenus dédiés aux familles expatriées sur lesfrancoexpat.com. Pensez à vous abonner, à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser un avis. C'est grâce à vous que cette belle aventure continue de grandir. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons ensemble à faire voyager la langue et la culture francophone aux 4 coins du monde.